David Chapira, bonjour. Bonjour Claudine. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés ni échangés. Exact. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va parler de l'actualité. C'est votre spécialité. Alors, donnez-nous un éclairage sur les derniers événements de ces dernières semaines, particulièrement sur les otages, les différentes négociations. Oui, bon, non, pas bon. Que se passe-t-il réellement avec ces négociations? Est-ce qu'on va enfin aboutir à des négociations stables Alors, et fiables? c'est une très, très bonne question parce que le public ne comprend pas très bien ce qui se passe. En fait, vous vous rappelez qu'il y avait un plan, une feuille de route qui avait été dictée par Netanyahou. Biden en a parlé dans un discours. Tout à fait. Sauf qu'au moment où Biden et Netanyahou étaient en train de préparer cette feuille de route, nous n'étions pas encore à Rafah, et plus particulièrement sur la route, ce qu'on appelle l'axe de Philadelphie, qui sépare, pour nos auditeurs un peu de géographie, c'est une route de 14 km, qui sépare en fait la frontière égyptienne de la bande de Gaza. Or, c'est par cette frontière, je dirais presque par ce gruyère avec ses trous, ces tunnels que, en fait, tout l'approvisionnement du Hamas, l'approvisionnement d'armes, de roquettes, tout cela, c'était le ballon d'oxygène du Hamas. Tout à fait. Or maintenant, Netanyahou exige dans cette feuille de route pour l'accord avec les otages, de garder le contrôle sur cet axe qu'on appelle donc l'axe de Philadelphie, c'est-à-dire qu'il y ait une présence continue de soldats israéliens qui contrôlent ce qui passe d'une frontière à une autre, surtout de la frontière égyptienne. On était tous au courant que l'armée égyptienne qui gardait cette frontière avant le 7 octobre était totalement corrompue, c'est-à-dire qu'ils étaient payés par le Hamas pour fermer les yeux, vous voyez, c'est un travail absolument... Travail de collaboration. Exactement, et ce qui passait, évidemment, ce ne sont pas des marchandises de première utilité pour la population, vous imaginez. Et donc là, cette fois-ci, il y a donc un obstacle, et Netanyahou, face à la pression qu'exercent les familles des otages avec différentes marches qui ont eu lieu à Jérusalem et ailleurs, dit la chose suivante: je ne peux pas me retirer, laisser l'axe de Philadelphie entre les mains du Hamas et des Égyptiens, parce que ça va recommencer, si vous voulez. Le Hamas va de nouveau s'approvisionner en armes, en munitions et en engins de combat, et on va se retrouver à une situation qui est identique. Les otages disent: nos proches sont en train de mourir, chaque jour est une punition, est une torture, et les effets psychologiques, physiques, si un jour on les retrouve vivants, eh bien, seront terribles, et ils n'ont plus le temps. Alors, ce à quoi d'ailleurs notre cher Netanyahou, notre cher Premier ministre, s'est absolument assassiné, entre guillemets, les familles en sortant cette phrase. Il souffre, mais il ne meurt pas. Oui, alors, c'est très bien de le dire. Ça veut dire qu'on devrait surtout y voir un espoir, à savoir que les otages seraient vivants. Oui, là, c'est en fait une preuve d'une insensibilité et, je dirais, un genre d'autisme sentimental, parce que Netanyahou n'aurait pas dû prononcer cette phrase. Vous vous rappelez du livre sur François Hollande, un président ne devrait pas dire ça, un Premier ministre ne devrait pas dire ça, même s'il le pense. Maintenant les services de sécurité dans leur ensemble, c'est-à-dire le Shabak, le Mossad, les services de sécurité intérieure, l'armée, dit que même si on se retire de cet axe de Philadelphie, on sera capable, par différents moyens technologiques et autres, de vérifier les marchandises qui passeront et ce qui se tramera dans cet axe de Philadelphie. Vous faites une expression un petit peu... Vous avez l'air un peu étonné. Oui, je suis étonné parce que je me dis le 7 octobre, on n'a pas réussi. Absolument. Et en fait, quand on se pose la question, qui a raison? C'est-à-dire, qui a raison? C'est-à-dire, est-ce que les otages ont raison de faire pression en disant, de toute façon, le Hamas fera des erreurs, le Hamas ne respectera pas sa parole, donc quand on aura les otages rendus, on leur rentrera dedans de nouveau et on pourra attaquer, puisqu'on s'engage pas à cesser totalement les opérations militaires? Ou est-ce que Netanyahou a raison de dire si on rend les otages, mais
on libère l'axe Philadelphie, c'est comme si on n'avait rien fait. Alors je voudrais vous raconter une blague pour illustrer, pour vous donner la réponse. La blague, ça se passe dans un tribunal rabbinique. Oui. Il y a un rabbin qui est là et qui juge, c'est un juge rabbinique, oui. Et il y a 2 voisins. Et l'un des voisins dit mon voisin m'a cassé ma barrière, il m'a causé des dédommagements, j'étais obligé de payer, etc. Je veux qu'il me rembourse. Et le rabbin lui dit tu as raison. Et l'autre voisin lui dit non, c'est lui qui m'a brisé ma fenêtre, il a lancé une pierre, etc. J'étais obligé de la réparer et je veux l'argent de la réparation. Le rabbin lui dit tu as raison. Et là il y a un observateur qui va voir le rabbin, lui dit mais je comprends pas, tu lui as dit tu as raison, et à l'autre aussi tu as dit tu as raison. Et le rabbin le regarde et dit toi aussi tu as raison. Ok, donc c'est-à-dire que tout le monde, en fait tout le monde a raison. Tout le monde a raison sur sa position, c'est un point de vue absolument. C'est très très complexe, en français on dirait compliqué, de trancher dans des questions qui sont absolument terribles, complexes, qui touchent à la sécurité de l'État d'Israël, mais qui touchent aussi à la vie d'otages. On ne sait pas vivant, on ne sait pas combien. Vrai, et en fait, Netanyahou a raison, mais les familles des otages aussi ont raison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné à se dire « Ok, j'ai peut-être raison, ils ont peut-être raison, mais à un moment donné, il faudrait céder, effectivement, de dire que de sauver les otages, ce serait peut-être déjà une première chose à faire, et réattaquer le Hamas, puisque comme on le sait, le Hamas ne tient jamais parole, et il y aura toujours possibilité d'éradiquer éventuellement, j'y crois pas trop, cette idéologie et ces combattants. » Alors pour ceux qui sont contre cette position, ils disent la chose suivante, le Hamas est très loin d'être démantelé. C'est-à-dire qu'il a encore toutes ces organisations. On suppose que le second de l'organisation, Mohamed Def, qui a été liquidé... on suppose toujours, on le sait toujours pas. Mais de toute façon, il n'a pas donné signe de vie, donc on suppose qu'il a été liquidé. Il a déjà un remplaçant. Vous comprenez, il y a déjà un remplaçant qui a été nommé, entre guillemets, un responsable d'une unité du Hamas. Donc le Hamas gère encore la situation. Le Hamas se promène toujours avec ses armes dans le nord, dans le centre de la bande de Gaza. Nous, on fait des opérations, on s'en va et on revient et on repart. Et quand on repart, le Hamas réapparaît tout de suite. Alors justement, sauvons les otages. Et de toute façon, comme on le dit, c'est une tête qui repousse tout le temps. On n'a aucun intérêt à attendre qu'il soit totalement démantelé. Oui, alors c'est une responsabilité, encore une fois. Les services de sécurité disent qu'on est capable d'affronter la situation. Évidemment, ils disaient ça aussi le 6 octobre et il s'est avéré que le lendemain, ce n'était pas le cas. Donc, on est en fait dans une situation extrêmement complexe où la décision sera de toute façon toujours très difficile. Alors, revenons justement sur l'assassinat présumé de Mohamed Daif. Alors, on ne sait rien, mais on suppose. Pourquoi on ne sait toujours pas les décombres ? Parce que on n'a pas le corps, on n'a pas identifié le corps. Tous les corps ont été amenés dans un hôpital hautement sécurisé par le Hamas. Vous voyez que tout est structuré et que le Hamas ne veut pas avouer la disparition. Ceci dit, il y a 2 éléments qui font que c'est très probable qu'il ait été assassiné. Non, pas assassiné, il a été tué. Oui, bien sûr, il a été tué, excusez-nous. Il a été exécuté. Tout d'abord, des renseignements de plusieurs sources qui faisaient part du fait qu'il était dans le bâtiment. Donc, on a eu des renseignements de plusieurs sources concordantes. Et deuxièmement, les bombes qui faisaient chacune 8 tonnes, je crois, et qui ont complètement détruit le bâtiment, et qui fait qu'en fait, personne ne pouvait s'en sortir vivant. Donc voilà deux éléments... Qui font que... Un autre élément me semble important, ce sont les attaques assidues qu'il y a eu en Judée-Samarie et qui prouveraient qu'ils n'ont pas voulu attaquer de Gaza pour montrer qu'effectivement tout allait bien et qu'ils n'avaient pas été éliminés, mais qu'en revanche les attaques ont été extrêmement assidues en Judée-Samarie, ce qui pourrait prouver qu'il y avait quand même une riposte de la part du Hamas ou du djihad islamique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on est en pleine période maintenant d'enquête, on a commencé à enquêter sur ce qui s'est passé. L'armée a commencé à enquêter sur ce qui s'est passé dans le kibbutz Be'eri, ça a fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Ce qu'on sait maintenant un peu plus aujourd'hui, ça devient de plus en plus clair, le Hamas s'entraînait depuis 7 ans. 7 années dans cette attaque, sans évidemment avoir une date déterminée. Et que
je ne sais pas si vous vous rappelez les 2 dernières montées, je dirais, en tension dans la bande de Gaza, des tirs de roquettes, étaient revendiqués, vous rappelez-vous, par le djihad islamique, mais pas le Hamas. Et on faisait toujours cette différence. Exactement, cette différenciation entre non, ça c'est le djihad islamique et le Hamas ne prend pas part. En fait, sauf que le 7 octobre, ils étaient tous ensemble. Non, mais en fait, ils ne prenaient pas part parce que justement, ils ne voulaient pas qu'on les soupçonne. De vouloir attaquer Israël, en donnant une image que non, nous on ne veut pas enflammer la situation, etc. Deuxièmement, ils devaient s'entraîner. Donc ils ne voulaient pas perdre de l'énergie ni du matériel pour cette attaque-là. Donc vous voyez, tout était préparé depuis en fait des années. Voilà. Des années. Bien, et maintenant, quel est le point le plus crucial concernant l'actualité que vous souhaitez Alors, on parle beaucoup toujours de cette question qui mine la société israélienne, au moins depuis 3 ou 4 ans, c'est l'enrôlement des soldats orthodoxes qui fait l'actualité en ce moment en Israël, avec des déclarations extrêmement virulentes de la part d'ailleurs du parti Chasse, de ce qu'on appelle le Conseil des anciens des sages, qui ont déclaré que personne ne devait se présenter lorsque l'ordre de s'enrôler arrivera. Ils vont bientôt envoyer parce que dimanche normalement. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas, je dirais, légiférer sur une loi qui ne serait pas égale à tous les citoyens. Donc en fait, il n'y a pas de solution, si vous voulez. Comment ça, il n'y a pas de solution? Je ne comprends pas. Nous avons je ne comprends pas là. En Israël, nous avons un principe qui, d'ailleurs, qui se reflète dans la loi et dans la déclaration d'indépendance. D'accord. Tous les hommes et les femmes, je dis tous les hommes et femmes sont égaux en droit et en devoir, que ce soit leur sexe, leur race et leur religion. Ça, c'est écrit dans la déclaration d'indépendance. Ça c'est reflété dans beaucoup de lois, parce que vous savez que, par exemple, quand vous devez payer des impôts, il n'y a pas de différence. Si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes juif ou musulman, tout le monde paye ses impôts. Voilà, exactement. Mais écoutez, c'est la même chose, Claudine, pour le service militaire. Tout à fait, entièrement d'accord. Voilà. Alors pourquoi le rabbin Chasse s'oppose à cette loi? Alors parce que... Quels sont ses arguments? Parce qu'on ne va pas revenir là-dessus. Oui, bien sûr, la religion, prière. Vous voyez, en 1948, on a eu une dispense. Oui, 400, tout à fait. En 1977, Begin a donné la dispense à tout le monde. Cette dispense qui était pour une toute petite partie infime de la population est devenue un monstre avec plus de 63 000 soldats potentiels qui auraient dû être enrôlés cette année. Alors justement, je reviens juste alors pourquoi maintenant? Parce que tout d'abord, le gouvernement ne peut pas ou n'arrive pas à faire passer une loi discriminative de façon positive qui dispenserait tant de dizaines de milliers. Ça ne passera pas. D'accord, très bien. Donc le gouvernement ne peut rien faire. D'accord. Et en plus, Tsahal crie au secours parce que on a besoin d'énormément de soldats. La guerre a prouvé que c'est pas. Là, on n'est plus dans une question de principe. Non, tout à fait. On n'est plus dans une question de droit et de devoir. Une question de survie. On n'est plus dans une question de discrimination positive pour un public, un secteur et l'autre. Là, on est en guerre et nous n'avons pas assez de soldats. La preuve en est, c'est que le service militaire était de 32 mois et plus de 36 et qu'on augmente. La preuve en est que des dizaines de milliers de pères de famille servent dans les périodes de réserve des mois entiers, alors que c'était 3 ou 4 semaines par an en période régulière. On voulait une petite armée pleine de sagesse intelligente. Résultat, on a une petite armée et on manque d'effectifs. Voilà, je ne dis pas qu'elle n'est pas intelligente. Allez-y, développez. Le mot d'ordre, c'était Tsava Katan Vechacham. C'était une armée petite et intelligente. Aujourd'hui, on va dire qu'elle est petite. Donc on manque d'effectifs. Vous savez, on s'est un peu endormi. Mais on était sur nos lauriers, bien sûr. On était dans une période de paix relative, je dirais. Et comme en Europe, avec l'Ukraine qui s'est endormie, qui se retrouve maintenant sans pouvoir fournir de l'armement à l'Ukraine, parce qu'eux-mêmes n'en ont pas assez, comme la France et d'autres pays. Voilà, c'est à peu près la même chose chez nous. Alors, quand même une petite information. Le jugement de la Cour suprême avait donc acté qu'il fallait enrôler les ultra-orthodoxes. Ça devrait commencer dimanche. En laissant à l'armée le choix de la façon de procéder, qui enrôler, comment et dans de quelle façon. C'est-à-dire que la Cour suprême avait dit c'est à l'armée de décider quels seront les critères. Ok. Mais maintenant, il faut enrôler et arrêter de donner des budgets à des
à des élèves qui, pour quelques-uns d'entre eux, ne sont même pas inscrits, enfin sont inscrits mais ne ça, c'est intéressant de font dire pas parce de que présence. Tout le monde se fait une image un petit peu... Alors pour l'instant, ce que l'armée a décidé, c'est pas très clair parce qu'il y aura encore des débats qui sont prévus ce soir et jusqu'à dimanche. Il est prévu d'enrôler bien déjà les élèves qui sont inscrits dans les yeshivot, mais qui ne sont jamais là, qui sont absents, ou d'autres qui sont partis travailler. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. C'est quelques milliers. Oui, c'est déjà 4800 si je sais. Alors ça peut être entre 5 et 6 000, on ne sait pas combien. D'accord, c'est pas mal déjà. On a parlé aussi d'enrôler des soldats, enfin des futurs soldats plutôt, des élèves qui en fait travaillent. Officiellement. Officiellement, voilà, la fiche de paie. Mais ça par contre, le ministère des Finances est un peu réticent parce que ce sont des personnes qui sont productives pour le pays donc, et qui ont en général une famille. Ça coûte très cher d'enrôler un soldat avec une famille. Ça coûte très cher à l'armée quand un soldat est marié. Donc, oui, enfin bon, c'est le lot quand même de tous les réservistes israéliens, il me semble. Oui, mais là, on ne parle pas de période de réserve, on parle de période de service militaire obligatoire. Tout à fait, 3 ans. Régulier. Donc ça coûte très cher à l'État. Enfin, à l'État, plutôt à l'armée, à Tsahal. D'autant plus que je vais être un peu cynique, mais quand cette personne-là meurt au combat, ça coûte très cher après de financer les études des enfants. Vous savez qu'il y a un statut spécial quand on a perdu. Voilà, donc ça coûte très cher aussi les indemnités quand un père de famille meurt. Si on commence à réfléchir comme ça, mon cher David, alors il n'y aura plus personne. Oui, mais on réfléchit comme ça. Oui, mais on réfléchit comme ça parce qu'on se rend compte que parmi de toute façon, le public orthodoxe, le secteur orthodoxe, il y a assez de soldats qui sont célibataires pour les enrôler. Oui. Et on a fait le calcul que si on enrôle 4 ou 5 000 soldats cette année, il y aura une économie d'1,5 milliard de shekels, ce qui est énorme. Et surtout, il y aura énormément de réservistes, cette fois-ci des pères de famille, qui seront exemptés de jours de réserve, de période de réserve à l'armée. Donc c'est énorme. 5-6 000, ça change tout. Sachant qu'il y a... en Israël, je crois 63 000 soldats, enfin élèves potentiels qu'on peut peuvent être recrutés en tant que soldats. Absolument. Mais là, il se passe une révolution en Israël, une vraie révolution. Une révolution. On vit que dans la révolution d'Israël. Parce que si les députés du parti Chasse et du parti orthodoxe Ashkenaz de Yadut HaTorah seraient prêts à arriver à un compromis avec justement le ministère de la Défense et de Tsahal, les dirigeants rabbiniques, les rabbins, s'opposent totalement et il y a même une déclaration il y a quelques jours en disant même un batlan, c'est-à-dire quelqu'un qui fait rien, qui n'étudie pas, même ceux qui n'étudient pas, il est interdit pour eux d'aller s'enrôler à l'armée. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que pour ces rabbins-là, ils sont persuadés que de toute façon l'armée va les transformer et ils vont quitter le monde orthodoxe, ils vont quitter leur monde, leur groupe et leur... Alors nous rappelons quand même que ces groupes orthodoxes ne sont pas antisionistes, qui sont pour Israël. Nous ne sommes pas dans le cadre des Neturei Karta. Mais d'abord, il y a ce qu'on appelle le Peleg Yerushalmi, c'est-à-dire la branche de Jérusalem qui est extrêmement virulente et qui ne participe pas aux élections non plus, qui boycotte, si vous voulez, le pays. Mais c'est pas la question. Nous sommes en guerre, nous perdons des soldats toutes les semaines, malheureusement, et nous sommes dans une guerre qui est une guerre existentielle et qu'il est impensable et inimaginable. Je dirais de vivre une situation où tout un secteur de population ne prend pas part à la guerre. Et comme je vous l'ai rappelé, nous sommes tous égaux, nous devrions tous être égaux, non seulement en droit, mais surtout aussi en devoir. Bien sûr. Mais écoutez, merci beaucoup, cher David. J'espère qu'on aura l'occasion très très rapidement cette fois de se revoir derrière ce micro. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci, on souhaite un bon week-end et un Shabbat Shalom à tous nos amis qui nous écoutent. Merci beaucoup, au revoir.